Bonjour tout le monde, chers invités, chers maîtres, chers étudiants. C'est avec une immense joie et un profond honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence inaugurale. J'ai le plaisir de déclarer officiellement ouvertes les festivités du 50e anniversaire de notre honorable faculté. Cet anniversaire est l'occasion de revenir sur le chemin parcouru, d'honorer celles et ceux qui ont contribué à faire de notre faculté une institution d'excellence et de nous projeter vers l'avenir avec ambition. Cette année, nous ne célébrons pas seulement un demi-siècle d'histoire, nous célébrons aussi les valeurs qui ont forgé notre identité, des valeurs qui ont guidé des générations d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, dont les réalisations continuent de rayonner bien au-delà des murs de notre honorable faculté. Les festivités que nous inaugurons aujourd'hui se poursuivront tout au long de cette année à travers des conférences, des expositions, des témoignages et des moments de convivialité. Et à cette occasion, je tiens à remercier chaleureusement professeur Asma Omezine, présidente du comité scientifique, et professeur Slim Mrad, président du comité d'organisation, pour leur engagement exemplaire. Je suis également honorée de vous présenter la présidente d'honneur de ce 50e anniversaire, Madame la doyenne professeure Souad Sfar, que je remercie profondément pour son dévouement et son précieux soutien. Et j'ai le plaisir de l'inviter à prendre la parole pour présenter notre conférencier. Merci à toutes et à tous et belle célébration. Et voilà, professeur Sfar, je vous cède la parole. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي زميلاتي أساتذتي الكرام، نحب الساعة نعبر عن شكري لمجلس لكل كافة أعضاء المجلس العلمي للكلية وعلى رأسهم السيدة العميدة بتشريفي بهذا اللقب كرئيسة شرفية للاحتفال ب500 كلية الصيدلة بالمناسير. وعندما نقول 500 معناتها نصف قرن اللي هما باش نلقاهم في 25 نوفمبر 2025، لكن نصف قرن في حياة الكليات ما هيش مدة طويلة. إن شاء الله الكلية متاعنا تتمادى على نفس المنوال، تتمادى بالتألق والإشعاع على الصعيد الوطني والصعيد الخارجي، وهذا بفضل كل الجهود لكل من عمل ولكل من يعمل بهذه المؤسسة من إطارات تدريس، إطارات إدارية، إطارات تقنية، عمل، وكذلك لا ننسى طلباتنا الأعزاء اللي هم من النخبة. هم يتحملوا كذلك هذا المشعل هذايا. وارتأينا أن تكون أول تظاهرة هي محاضرة علمية تتطرق إلى موضوع يشغل العالم ككل، كل الإنسانية، وهو كل ما يخص الفيروسات. والفيروسات قاعدين يتطوروا أكثر فأكثر. ما نعرفش كان السيد المحاضر يوافقني ولا يقول انتهاء العالم سيكون على يد الفيروسات. وربي يحفظنا. واخترنا كمحاضر الأستاذ عبد الحليم طرابلسي، بالنسبة لي حليم، العميد حليم طرابلسي، المختص في علم الفيروسات، وهو كذلك مستشار ظرفي للمنظمة العالمية للصحة في ميدان الفيروسات، ويشغل الآن منصب رئيس قسم علم الجراثيم بالمستشفى الجامعي سهلول. حليم تفضل، شرفنا باش تقدم لنا معلومات عن الفيروسات وان شاء الله تطمنا. Merci Madame la doyenne.
Je suis très honoré par cette opportunité qui m'a été offerte par les deux doyennes, Madame le professeur Soasfal et Madame le professeur Chérif Hachouch. Et donc je suis un petit peu troublé par tout ce monde qui assiste à cette conférence, et en particulier les maîtres, les doyens, et je citerai sans doute en particulier mon maître, professeur Monsouche. J'espère être à la hauteur de cette responsabilité. Il faut dire que commencer par donner la conférence inaugurale d'une faculté qui fête ses 50 ans, alors que le premier jour où j'ai mis les pieds dans cette faculté, elle n'avait que 5 ans. Donc ça ne me rajeunit pas beaucoup, mais ça me fait quand même une sensation un peu particulière d'être là 45 ans après. Donc je n'ai pas quitté la faculté depuis que j'ai mis les pieds et depuis ma première année pharmacie. Alors, parler de la variabilité génétique des virus. En fait, les organisateurs m'ont donné le choix du thème autour duquel on va conférer. Mais, par coïncidence, il s'est avéré que Madame le professeur, elle aussi, elle pensait à ce thème particulièrement et à ce qui est en train de se passer maintenant depuis une vingtaine d'années dans le monde de la virologie. Donc, quand je vous dis que je suis un petit peu troublé de conférer devant mon maître, professeur Monsouche, c'est pour que les gens sachent que professeur Monsouche est le premier virologue de la Tunisie, et c'est lui qui a monté le laboratoire de référence de la grippe à l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis, et il connaît sans doute l'histoire de la virologie nettement mieux que moi. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur de cette responsabilité qui me pèse déjà lourd. Alors, quand on parle de la variabilité des virus, je voudrais tout d'abord mettre ce règne de virologie dans son cadre. Donc, il va falloir définir les virus pour qu'on puisse parler ensemble le même langage. Et j'ai toujours aimé ce qui a été dit à un certain moment par Louis Pasteur en 1887 déjà, dans un langage du 19e siècle, où il disait, pour tenter de définir les virus, il est tentant de penser à un microbe d'une infinité d'unités, ne possédant ni la forme d'un bacille, ni celle d'un petit micrococcus. Donc ça, c'est un peu la première définition sommaire qui a été donnée par Louis Pasteur. Depuis, donc, on sait déjà, depuis l'Antiquité, qu'il y avait des maladies virales, telles que la rage, la polio, les embryons, la variole. On connaissait même les hépatites. Mais on ne savait pas trop quel pathogène est à l'origine de ces pathologies. Donc, mais dans des textes antiques, on voyait déjà le terme virus qui commençait à être mentionné. Et virus, c'est un substantif masculin issu du latin qui signifie poison et qui est utilisé indifféremment pour signifier poison, venin, parasite, semence, sucre. Donc tout ça a été mis dans le sac du virus. Alors, à l'aube du XXe siècle, il y a eu de nouvelles définitions du terme virus jusqu'à ce qu'on ait arrivé à la définition qui était reconnue unanimement. C'est la définition d'Andrilov en 1953, qui nous a appris que le virus ou le virion ne possède qu'un seul type d'acide nucléique, soit un ARN, soit un ADN, mais jamais les deux à la fois. Il se reproduit uniquement à partir de son matériel génétique. Il est incapable de croître et de se diviser seul. Son génome n'a aucune information pour la synthèse d'enzymes du métabolisme intermédiaire. C'est un parasite absolu de la cellule. Donc, vous comprenez parfaitement bien que pas de cellule vivante, pas de virus viable. Alors, la production virale est très importante. Donc, à chaque fois qu'on est infecté par un virus, on produit énormément de particules virales, que ce soit en infection virale aiguë, qui dure 1 à 2 semaines. Je donnerai l'exemple de la polio qui permet une production de 10 puissance 4 virus par cellule, le virus respiratoire syncytial 10 puissance 2 virus cellule, le virus de la grippe ou les virus de la grippe 10 puissance 5 virus cellule. Et quand on passe aux infections virales persistantes, qui durent des années, si on compare l'hépatite B versus le VIH,
Vous voyez que la demi-vie dans le plasma est de 24 heures pour l'hépatite B, de 6 heures pour le VIH. Le turnover journalier il est de 50% pour l'hépatite B, on va comprendre tout ça après, et de 90%. Donc il y a à chaque fois un renouvellement de la population virale et une production par jour de l'autre supérieure à 1011 pour le VHB et supérieure à 1009 pour le VIH. Ceci donc est associé à une importante diversité génétique des virus. Alors, les erreurs des enzymes de réplication sont aussi à l'origine de cette diversité. Ces erreurs sont de faible taux chez l'ADN polymérase, qui a un système de correction de proofreading qui permet de corriger au fur et à mesure qu'il y a réplication virale. Donc, on a peu d'erreurs avec l'ADN polymérase et peu de mutations pour les virus ADN. Versus, ces erreurs sont très fréquentes pour l'ARN polymérase, qui, elle ne possède pas de correction, sauf exception pour les coronavirus. Et là, on va y arriver, puisque on va finir notre conférence par ce fameux SARS-CoV-2 qui a rongé le monde à un certain moment. La transcriptase inverse du VIH, elle est encore moins fidèle, puisqu'elle donne lieu à 1 à 10 mutations par cycle. Alors, cette infidélité des enzymes de réplication, ajoutée à la complexité des génomes viraux, ne peut donner qu'une diversité génétique extrêmement importante, et c'est le sujet de notre réunion d'aujourd'hui. Alors, quels sont les mécanismes de cette variabilité génétique des virus? La variabilité génétique donc, résulte d'erreurs lors du processus de réplication et d'altération du matériel génétique. Dans le cas de l'ADN, l'existence de mécanismes de relecture et de réparation, comme on vient de le mentionner, permet le maintien ou la restauration de l'intégrité du matériel génétique. De tels mécanismes n'existant pas pour l'ARN, d'où une accumulation de mutations et altération du matériel génétique. D'une manière générale, les virus ARN se caractérisent par une population virale de grande taille. Vous allez voir que je vais parler plus de l'ARN que de l'ADN, parce que c'est là où on trouve le plus de diversité génétique. Donc, une population virale de grande taille, en plus, pouvant atteindre les 10 puissance 12 particules virales sous un organisme infecté. Donc, on peut héberger jusqu'à 10 puissance 12 particules dans notre organisme dès lors qu'on est infecté par un virus ARN. Un taux de réplication élevé et un temps de génération court. Le tout va donner une production en moyenne de 10 puissance 5 copies d'ARN viral par particule infectieuse en 10 heures environ. Ces propriétés alliées à un taux de mutation et d'altération du matériel génétique particulièrement élevé sont à la base de l'extrême variabilité des virus ARN. Ainsi, l'avantage de l'ARN par rapport à l'ADN, et là c'est un peu paradoxal, l'avantage de l'ARN par rapport à l'ADN comme support de l'information génétique réside dans son extrême plasticité et son adaptabilité aux variations environnementales. Alors, les différents mécanismes, je pense qu'il y a eu une petite inversion des slides, je m'excuse. Les différents mécanismes de variation génétique, il y a les variations génétiques par mutation, les variations par recombinaison génétique, les variations génétiques par réassortiment et franchissement de la barrière d'espèces. Je reviendrai sur ça aussi pour vous parler des différentes pandémies qui ont rongé la population mondiale. Alors, variation par mutation. C'est un phénomène normal de l'évolution des êtres vivants d'une façon générale, qu'ils soient supérieurs, les prokaryotes, jusqu'à arriver au virus. L'apparition souvent très lente, très efficace chez les virus ARN. La fréquence étant de 10.3 à 10.5 par cycle nucléotidique par cycle, alors que la fréquence des mutations est de 1000 à 1 million de fois plus faible pour les génomes à ADN. Donc, les génomes à ADN, encore une fois, nettement moins. Des mutations au hasard le long du génome, avec ou sans modification de l'acide aminé. Donc, on peut avoir deux types de mutations. Des mutations qui aboutissent à une modification de l'acide aminé, versus d'autres mutations qui passent inaperçues, qui ne donnent pas un changement au niveau de la structure et de la conformation des acides aminés. Localisation dans les zones conservées, il y a aussi des mutations.
notamment dans les régions fonctionnelles importantes, les sites enzymatiques, les actifs, les récepteurs, mais ce sont des mutations très rares et parfois létales, donc elles sont incompatibles avec la viabilité du virus. Versus, quand on est dans les zones variables, ça va donner lieu à un échappement au système immunitaire et au traitement antiviral, entre autres, on y reviendra. Alors, les mutations se produisent pour de multiples raisons à la suite d'une mésincorporation lors du processus de réplication. Donc là, je m'adresse aux étudiants. Donc, vous savez qu'au cours de la réplication virale, il y a une incorporation progressive des nucléotides. Donc, il arrive qu'il y ait une mésincorporation lors du processus de réplication et se traduiront par des substitutions, des délétions ou des insertions. Ces mésincorporations peuvent résulter de soit des mésappariements aboutissant à des substances, c'est-à-dire qu'il y a un mésappariement entre la matrice et l'ADN ou l'ARN qui est en cours de réplication, aboutissant à des substitutions nucléotidiques. Donc, au lieu d'ajouter un nucléotide X, ça va être plutôt le nucléotide Y qui sera associé à la chaîne en cours de duplication, ou alors résulter d'un dysfonctionnement de l'ARN polymérase, aboutissant alors à des délétions, voire à des insertions. Le taux d'erreur peut varier en fonction des différents facteurs. Il y a la nature de l'ARN polymérase elle-même et ses propriétés de fidélité et de processivité déterminent le taux d'erreur. C'est ainsi que la transcriptase inverse des VIH, c'est l'une des réplicases les moins fidèles dans le règne des virus, et c'est pour cela que ça donne une variabilité, on y reviendra aussi, extrêmement importante chez les rétrovirus. Les conditions de la synthèse d'ARN, le pool nucléotidique, le pH, le taux d'oxygène, donc quand on se met dans des conditions particulières, on peut affecter les réplications et on peut augmenter le taux d'erreur comme on peut le baisser. La nature des substitutions nucléotidiques, la séquence et ou la structure de la matrice. Alors, des génomes hypermutés du fait d'une fréquence élevée d'un type de substitution nucléotidique ont été observés lors d'infections in vivo. Donc, quand on est infecté in vivo, les virus qu'on héberge dans nos organismes peuvent subir plusieurs mutations et donner lieu à des génomes hypermutés, à des virus hypermutés. Des formes hypermutées du génome de la rougeole ou du virus respiratoire syncytial dues à des hypermutations A, G ont ainsi été décrites. En conséquence, des substitutions nucléotidiques spécifiques peuvent survenir à différentes fréquences. Certains sites ou régions du génome du virus ARN peuvent correspondre à ce que nous appelons des points chauds de mutation, alors que d'autres apparaîtront plus stables. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui sont plus susceptibles pour muter et d'autres sont plus stables. Et là, c'est tout ça, c'est des outils que nous utilisons quand on veut creuser dans les génomes des différents virus. Il faut savoir quelles sont les régions sur lesquelles on peut agir pour faire muter un virus et quelles sont les régions qui sont plutôt stables et qu'on pourrait utiliser pour préparer, par exemple, entre autres, des candidats vaccins. Compte tenu de la taille du génome du virus ARN, qui peut aller de 5 à 30 kilobases, la fréquence d'erreur naturelle de la polymérase se traduit en moyenne par l'introduction d'au moins une mutation par génome et par cycle de réplication. Une telle fréquence de mutation est proche du seuil d'erreur, au-delà duquel il y aura une perte irréversible d'information. Donc, vous voyez que le virus, il est tellement intelligent qu'il peut muter pour échapper à un environnement hostile, sauf que ces mutations, il les fait à une échelle qui n'arrive pas au stade de changer un antigène d'une manière irréversible ou changer une enzyme d'une manière irréversible, ce qui pourrait être catastrophique pour la viabilité du virus. Par comparaison de séquences, il a été établi que pour de nombreux virus ARN, plus de la moitié des sites nucléotidiques peuvent être mutés. Cela signifie, donc tenez-vous bien, que le nombre de variants potentiels est astronomique et laisse entrevoir que seule une infime fraction des génomes correspondant à des virus viables a émergé aujourd'hui. Cela veut dire qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de variants au fur et à mesure qu'il y a la vie humaine, au fur et à mesure qu'il y a les interactions entre virus. Donc, on va encore voir
des variants, puisque le nombre de variants potentiels est astronomique. La diversité génétique des génomes viraux est encore accrue par les mécanismes de recombinaison génétique et de réassortiment qu'on va voir maintenant. Donc, on a vu les mutations. Maintenant, on va passer aux autres mécanismes. Donc, juste pour chaque cas, on va donner rapidement des exemples. Donc, je vous ai dit que la transcriptase inverse des VIH, des rétrovirus, c'est très peu fidèle, sans mécanisme de correction. Une incorporation erronée survient tous les 10 000 nucléotides, ce qui donne une mutation incorporée à chaque cycle viral, ce qui va donner lieu à des mélanges de quasi-espèces. Donc, un sujet vivant avec le VIH, il a une multitude de quasi-espèces dans son organisme et qui sont nombreux et qui ne se ressemblent forcément pas. D'autre part, 1 à 10 milliards de virus composant la population virale sont renouvelés tous les 2 jours, donc ça c'est le turnover, par l'organisme infecté, ce qui va aboutir à une sélection des souches permettant un échappement aux anticorps neutralisants, aux lymphocytes CD8+, anti-VIH, et la résistance aux antirétroviraux. Donc le virus, à chaque fois qu'il se sent menacé par un environnement hostile, il va faire un turnover de ces populations et ça sera la population qui résiste à toutes ces menaces qui va subsister. Certaines régions du génome VIH sont plus instables que d'autres, comme par exemple la très variable boucle V3, V pour variable, au niveau de la GP120 de l'enveloppe virale où se fixent les anticorps neutralisants. Donc vous voyez le paradoxe, Le problème, c'est que la partie la plus variable du VIH, c'est celle qui donne lieu à des antigènes qui suscitent l'élaboration des anticorps neutralisants. Donc, dès lors que cette partie est variable, il est très difficile qu'on peut produire constamment des anticorps, j'allais dire universels, qui peuvent neutraliser toutes les populations virales hébergées par notre patient. Génération de types, donc ça va donner des générations de types, de groupes, de sous-types et de variantes, de quasi-espèces. Donc ça, c'est les différentes classifications des VIH, je passe rapidement, mais je veux juste voir, ça c'est un arbre phylogénétique qui vous montre à quel point les choses sont complexes et sont variables. Et puis, il y a ce que nous appelons, je parle sous le contrôle donc, des virologues, des immunologistes, les formes recombinantes. En plus des virus correspondants, on connaît le groupe A, le groupe B, le groupe M, le groupe O, ainsi de suite. En plus des virus correspondants au groupe et au sous-type, on décrit ce que nous appelons des variants génétiques. Donc, plusieurs parties distinctes de leur génome correspondent à différents sous-types. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des formes recombinantes, parce que c'est une mosaïque de différents génomes correspondant à différents sous-types. Ils apparaissent lors de la réplication, lorsque la cellule est infectée par de virus. Voilà, donc vous avez pour le VIH les high mutation rate, donc vous avez un haut niveau de mutation. Ensuite, les recombinaisons, on les verra par la suite, ce qui va donner en plus la réplication qui est extrêmement rapide, ça va donner lieu à une multitude de quasi-espèces qui vivent avec l'organisme infecté. Alors, les recombinaisons génétiques. Virus ADN, il arrive exceptionnellement qu'il y ait une cassure de l'ADN génomique et ligation avec un autre ADN. Pour le virus ARN segmenté, la polymérase change de matrice au cours de la synthèse. C'est ce qu'on appelle le système de choix de copie, copy choice. Donc, vous allez voir par la suite, je vais vous expliquer comment est-ce que l'ARN polymérase va faire des sauts à travers les matrices, ce qui va faire qu'elle va donner lieu à des recombinaisons. Et ça, on va le voir très bien avec le SARS-CoV-2. La recombinaison ne semble pas ou rarement se produire pour les virus ARN négatifs. Dans le cas du virus ARN positif, tels que les picornavirus dans la polio et les corona qu'on verra vers la fin, la fréquence des événements de recombinaison est élevée et peut être estimée à 1% pour 1500 nucléotides, ce qui est énorme. La recombinaison d'ARN se produirait par un mécanisme de choix de copie, faisant intervenir un saut de la polymérase d'une matrice à une autre au cours de la réplication de l'ARN viral. Des variants issus d'événements de recombinaison sont fréquemment isolés dans le cas des corona, par exemple. Parallèlement à la recombinaison homologue, des événements de recombinaison hétérologue
peuvent être observés entre virus à ARN de la même famille virale, polio, autre entéro, par exemple, c'est-à-dire si vous avez une réplicase, une ARN polymérase, qui va se retrouver en présence de matrice ou d'un génome de la polio versus d'un autre entéro, un écovirus, par exemple, elle va pouvoir aussi faire des sauts et assurer des recombinaisons. L'existence d'événements de recombinaison entre virus de familles virales distinctes semble aussi se produire. Et puis, enfin, la possibilité de recombinaison entre ARN viraux et ARN cellulaire a également été documentée. Alors, variation par réassortiment génétique et franchissement de la barrière d'espèce. Donc ça, c'est ce qui est le plus nocif et nuisible pour la santé humaine, puisqu'on a des virus qui ont une origine animale et qui vont passer vers l'homme. C'est le cas de la grippe, c'est le cas du SARS-CoV, des rotavirus. On y arrivera petit à petit. C'est un phénomène atypique dans l'évolution des êtres vivants, donc il est propre au virus. Apparition brutale ou très lente, tout dépend. Échange de matériel génétique, elle est très efficace chez les virus ARN segmentés. Donc, pour les étudiants, vous savez qu'il y a des virus qui ont des ARN linéaires, des ARN segmentés avec plusieurs segments. Donc, ce sont surtout ces ARN segmentés qui sont sujets à ces réassortiments. Une co-infection du même hôte par différents virus à génome segmenté va aboutir à une redistribution de façon aléatoire des segments génomiques des virus co-infectants au sein des virions produits. On verra ça tout à l'heure avec la grippe. Le réassortiment peut se produire entre virus humains et virus d'origine animale, comme les rotavirus, les virus grippaux, et c'est ce qui va aboutir à de nouvelles souches qui est à l'origine de pandémies. Il est à noter que les mécanismes de réassortiment et de recombinaison ne sont pas mutuellement exclusifs, c'est-à-dire que les deux peuvent avoir lieu chez le même virus. En effet, des événements de recombinaison intragénique ont été mis en évidence pour différents virus ARN segmentés comme les hantavirus et aussi les rotavirus. Alors, quelles sont les conséquences de la variabilité génétique des virus? Donc maintenant, on a vu les mécanismes. On a vu comment est-ce qu'un virus il peut muter, il peut changer. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner ces variabilités? Ce sont les conséquences donc, de la variabilité. En fait, à chaque fois qu'il y a variabilité ou variation, il y a formation d'une population de quasi-espèces de vitalité différente autour d'une population directrice. Donc, on part d'une population directrice. Il va y avoir des petites variations, des grandes variations selon le cas. Et puis, il va y avoir des quasi-espèces qui ont une vitalité différente. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont moins viables que d'autres. Et cette vitalité est affectée à l'entrée dans un nouvel organisme. Une variabilité exagérée en vue de s'adapter et de se maintenir dans le nouvel ordre. Donc, en fait, et ça, vous le savez, quand vous avez vu les relations hôte-virus, le virus, quand il va intégrer un organisme, il va se multiplier de manière très intense pour pouvoir se maintenir et s'adapter à ce nouvel organisme. Et par conséquent, il va muter, il va subir des variations. Ces variations vont donner des populations à vitalité différente. Ensuite, il y a une lutte contre les autres variants imposés par le principe de l'exclusion compétitive. Donc, il va y avoir une compétition pour la survie. Donc, c'est une véritable guerre que mène le virus à chaque fois qu'il intègre un nouvel organisme. Donc, il doit se maintenir, il doit s'adapter et il doit faire le vide autour de lui. Donc, il va essayer de lutter contre tout ce qui est autour de lui par le principe de compétition pour la survie. Et tout ça, ça nécessite une variabilité intense qui lui permet d'échapper à toutes les menaces. Deux tendances opposées opèrent pour cette évolution. Nécessité de rester constant pour être fonctionnellement compétent. Donc, c'est un virus, il doit rester viable, il doit rester fonctionnel, et il doit rester pathogène. Et puis, nécessité de varier pour pouvoir s'adapter aux modifications de l'environnement. Donc, il doit varier, oui, mais pas tellement qu'il perd ses capacités et sa pathogénicité.
Parfois, une des populations ayant acquis de nouvelles propriétés peut prendre le dessus et modifier ainsi le cours des infections virales. On va voir quelques exemples. Ces variations ont ainsi plusieurs types d'impact. Quand ces variations touchent aux antigènes, c'est-à-dire qu'il y a une variation antigénique. Par exemple, si il y a des mutations au niveau de la région S-PRES du virus d'hépatite B, ça peut donner lieu à un antigène HPS non reconnu par l'équipe de commerce, auquel cas, on va avoir un défaut de diagnostic. Pareil pour le C-pressé, ça vous le connaissez mieux que moi, que quand on a une mutation au niveau de la région C-pressé, on n'a plus de synthèse de l'antigène HPE soluble qui, d'habitude, on le retrouve dans le plasma du malade chaque fois qu'il y a réplication. Alors, quand il y a mutation, on ne le retrouve pas et on ne peut confirmer la réplication virale que via la quantification de l'ADN viral. Donc ça, les biologistes le connaissent bien. Si on a un antigène HPE négatif, cela veut dire soit qu'on n'a pas de réplication virale, soit on a une réplication virale, mais on est devant une mutation C-pressée. Ces variations antigéniques donnent lieu à un échappement à l'immunité de l'homme. Et ça, c'est très important, que ce soit pour la pathogénicité, que ce soit pour l'histoire de la maladie, ou encore plus pour la préparation des vaccins. Alors, l'échappement à l'immunité peut aboutir à une persistance du virus dans l'organisme, ce qui lui permet de passer à la chronicité. Donc, vous savez, pour l'hépatite B, l'hépatite C, le CMV, le VIH, donc le virus, il va s'arranger pour rester caché dans l'organisme et pour mener la maladie à la persistance ou à la chronicité. Et donc, vous savez que quand les conditions deviennent favorables pour lui, il va reprendre une réplication intense, il va reprendre les réplications en cycle lytique et il va donner la maladie. Et puis, ces changements de l'antigène peuvent donner lieu à des épidémies annuelles. Par exemple, pour la grippe A, ce que nous appelons les épidémies annuelles, je vais vous donner donc l'exemple, les épidémies AVRS, les broncholites AVRS qui reviennent tous les ans. Et puis, il y a un impact sur la vaccination. C'est pour cela qu'on est amené à chaque fois à actualiser les vaccins de la grippe A, du rotavirus, du SARS-CoV-2. Utilisation des vaccins multivalents, par exemple la poliomyélite, dès lors qu'on a plusieurs types, plusieurs variantes, donc on utilise des vaccins multivalents pour couvrir toutes les souches. Et puis, il y a une difficulté d'élaboration de vaccins pour l'HCV, par exemple pour le VIH. Je vous ai parlé de la boucle V3 qui est extrêmement variable. Et c'est cette boucle qu'on veut solliciter pour qu'elle nous donne un antigène qui suscite l'élaboration d'anticorps de 13 ans. Si cette boucle elle est extrêmement variable, vous comprenez très bien qu'il est très difficile d'imaginer dans l'état actuel des choses un candidat vaccin universel. Alors, l'exemple de variation antigénique du virus influenza ou glissement antigénique, ça c'est pour que vous compreniez cette histoire de réassortiment. Vous savez que le virus de la grippe, il va se fixer sur son récepteur via l'hémagglutinine, laquelle hémagglutinine est codée par l'un des segments. Et donc, on prépare des anticorps contre cette hémagglutinine pour qu'on ne tombe pas malade, que ce soit par la vaccination, que ce soit par une maladie qu'on aura contractée cette année, par exemple. Mais quand il y a une variation antigénique suite à une information nouvelle dans l'un des segments qui code pour cette hémagglutinine, alors cette hémagglutinine ne sera plus reconnue par les anticorps et le nouveau virus va s'attacher sur la cellule et il va nous donner une maladie qui revient chaque année, puisque c'est un virus qui est variable. Alors, quand il fait des petites variations, on fait des petites grippes, des petites épidémies de grippe qui reviennent tous les ans. Et ça, on le voit. Vous avez, je parlerai tout à l'heure des pandémies. Entre deux pandémies, on a des petites épidémies. Et là, ce sont des anticorps dirigés contre le premier virus qu'on aura vu. Si on a le même virus mais qui aura changé un petit peu, on va toujours être protégé. On ne fera pas une grippe
comme on l'a fait quand il s'agit d'une pandémie. Et petit à petit, on va arriver à un nouveau virus, par exemple HYN-Y, et à ce moment-là, les anticorps vont baisser, ils sont plus donc valables et efficaces contre le nouveau virus, et on a une flambée de pandémie, j'y reviendrai. Toujours donc dans les variations antigéniques, le virus respiratoire syncytial, il y a des anticorps que nous fabriquons contre la protéine d'attachement G. Là, je m'inspire d'un travail de thèse de Tosafota. Donc voilà, vous voyez que chaque année, il y a des épidémies de rhino, de VRS, ainsi de suite. Et ça, c'est dû au fait que cette protéine, glycoprotéine G, elle change pratiquement tous les ans. Et à chaque fois qu'elle change, on a une épidémie de bronchiolite. Voilà donc les différents groupes de protéines G qu'on a pu mettre en évidence grâce au travail de Dr. Foda. Alors, variabilité de traitement, je vais aller rapidement parce que ce n'est pas tout à fait l'objet de notre conférence. Des résistances naturelles, exemple les génotypes 1B du virus d'hépatite C contre les anciens antiviraux, parce que maintenant, les nouveaux virus, les nouveaux antiviraux sont efficaces contre quasiment tous les génotypes. Émergence de résistance acquise, par exemple, à un certain moment, contre le zoltamivir pour la grippe A. Sélection de populations résistantes pour le VHB. Et pour cela, comme moyen de lutte, on fait une multithérapie comme pour le VIH. On utilise plusieurs antirétroviraux pour contourner cette difficulté. Là, c'est aussi un travail sur le traitement qu'on a fait avec Dr. Rosa Deshraoui dans le temps. Alors, variabilité, modification de la pathogénie. Il arrive aussi que cette variabilité, elle va changer le cours de l'infection. Des variations si minimes peuvent parfois donner de grandes modifications de la pathologie. La substitution d'un seul acide aminé, par exemple de la protéine G du virus de la rage, est associée à la virulence. La variation génétique donne des modifications parfois de tropisme viral, par exemple les rares cas de forme neurologique de la grippe. Il y a aussi des méningoencéphalites à rotavirus, parce que le virus, il peut, en changeant, il peut carrément changer de tropisme. Donc, on sait que les antivirus, eux aussi, ils ont un tropisme neurologique. Alors là, c'est la dernière partie qui va être peut-être un petit peu lente que les autres, où on va parler de la variabilité et l'adaptation à un nouvel hôte, impact sur l'évolution épidémique des maladies. Ça, c'est pour vous expliquer pourquoi est-ce que de temps en temps, on se voit confronté à une pandémie qui range tout l'univers, et ça, c'est dû au fait qu'il y a émergence d'un nouveau virus qui aura le plus souvent changé d'hôte ou qui aura subi plusieurs recombinaisons au stade qu'il devient carrément un nouveau virus qu'on n'aura jamais connu auparavant. L'affinité des récepteurs cellulaires, ça vous le savez, aux structures virales, explique la spécificité d'hôte. Donc on dit que ce sont des virus bovins, caprins, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'ils retrouvent leurs récepteurs au niveau des cellules de ces animaux. La variabilité du virus lui permet de reconnaître les récepteurs de nouveaux hôtes, et c'est ce qu'on appelle le franchissement de la barrière d'espèce. C'est ainsi que parce que quand le virus de la grippe commence à se familiariser avec le récepteur humain, le virus de la grippe aviaire, il va commencer à faire des dégâts. Donc, l'émergence de nouveaux virus humains, par exemple le rotavirus, la grippe A, H1N1, les coronas, comme on a vécu dernièrement. Alors, rapidement, la variabilité par réassortiment chez les rotavirus, qui est notre sujet de recherche de prédilection, et c'est pour ça qu'on est référent au OMS pour les virus entériques, particulièrement le rota, parce que le rotavirus, même s'il n'est pas connu par tout le monde, il ressemble en tout point au virus de la grippe. Mais il n'est pas enveloppé. C'est un virus qui a un ARN segmenté et il a, sur la dernière capside, parce qu'il a une triple capside, il y a deux protéines, la BP4 et la BP7, qui ressemblent en tout point à l'hémagglutinine. Donc la BP4 a l'activité hémagglutinante et la BP7 qui sont des protéines
qui suscitent l'élaboration d'anticorps neutralisants. Donc, ce sont ces protéines qu'on utilise pour préparer les candidats vaccins, mais ces protéines, sont changeantes, donc on a intérêt à chaque fois, à l'instar de ce qui se fait pour la grippe, il faut rassembler les types de virus qui sont en train de circuler dans les différentes contrées pour préparer un nouveau vaccin, si besoin il y a, sinon garder le même vaccin s'il n'y a pas d'émergence d'un nouveau type qu'on n'aura jamais vu auparavant. Donc, je passe rapidement. Donc, ça aussi, ça fait l'objet de plusieurs articles. Là, je cite celui de Dr. Chouir Anissa, qui a fait son PhD dans notre laboratoire. Et puis, la variation génétique par assortiment du virus influenza pandémique, ça aussi, on l'enseigne pour les étudiants de la 3e année et pour les doctorants. Donc, les virus influenza aviaire c'est l'ancêtre de tous les virus pandémiques. Donc, les virus qui auront donné des pandémies, et là, je parle encore une fois sous le contrôle de notre maître Orsoljetti, qui, quand il a monté le laboratoire à Charles-Nicolle, qui était un laboratoire de référence, faisait carrément la culture sur l'œuf embryonné des virus de la grippe pour rendre compte aux autorités sanitaires internationales sur les virus qui sont en train de circuler dans notre pays et dans notre région. Donc, au départ, c'était des virus aviaires. Donc, ces virus, donc il va y avoir un échange génétique entre un virus humain et un virus aviaire. Les deux virus doivent infecter la même cellule, les deux virus doivent échanger des gènes, des facteurs de virulence doivent être acquis par le nouveau virus réassortant. Donc, ça va être une redistribution, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a par exemple 8 segments pour le virus de la grippe, et c'est 8 segments du virus A, 8 segments du virus B, et il va y avoir un mélange des segments, et vers la fin, on va avoir une mosaïque, un virus avec une mosaïque des différents segments, dont j'essaie un petit peu de simplifier les choses pour être compris par toute l'assistance, particulièrement par nos étudiants. Donc, vous avez un virus humain. Le récepteur cellulaire, c'est l'acide sialique lié au galactose en 2,6. Et pour la bière, pareil, acide sialique lié au galactose en 2,3. Donc, c'est des récepteurs proches, mais qui sont différents. Le tractus respiratoire humain est riche en récepteur 2,6. Le tractus digestif des oiseaux est riche en récepteur 2,3. Alors, et puis, les cellules du porc ont les deux types de récepteurs. Alors, ce qui se passe, donc, dans certaines pandémies, vous avez l'homme qui a son virus, vous avez l'animal qui a son virus. Celui-là, il a son propre récepteur, celui-ci, il a le sien. Là, on a les deux récepteurs. Le virus, il va pouvoir se multiplier ici, par exemple, et regardez comment est-ce qu'on part de deux virus différents pour avoir un virus qui a une nouvelle mosaïque de fragments, et puis, en avançant au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on a eu les différentes pandémies, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, et ainsi de suite, parce qu'à chaque fois, on a un changement de l'hémagglutine, de la neuraminidase, ou des deux à la fois par ces réassortiments. Donc, je passe rapidement pour aller vers les coronas, pour bien finir par les coronas qui nous ont fait trembler entre 2019 et 2021-2022. Alors, les coronas, juste pour mettre le sujet dans son cadre, c'est des virus, donc c'est des virus qui sont connus depuis 1937, donc ils ne sont pas nouveaux. On les voit chez les porcs, les bovins, les chauves-souris, les coronas aviaires, ainsi de suite. Les premiers cas humains étaient connus depuis 1960. On les appelait les agents du rhume. Donc, on les connaissait auparavant, mais ils n'ont pas donné de pandémie. C'est des virus respiratoires, comme les autres pneumovirus, qui nous donnent des infections annuelles. C'est des virus fort heureusement enveloppés, donc sensibles, pléomorphes, mais retenez qu'ils ont un génome qui fait 27 000 à 31 000 nucléotides. Donc, ce sont des virus qui ont les génomes, les virus ARN, qui ont les génomes les plus
qui ont la plus grande taille. Alors là, on a juste besoin de comprendre un petit peu la classification pour aboutir au SARS-CoV-2. On a 4 genres, les alpha-coronavirus, où il y a déjà 2 espèces humaines qui donnent des viroses bénis, responsables du rhume. Il y a les genres gamma et les delta, on ne leur connaît pas d'espèces humaines, il y a des espèces de mammifères. Puis il y a les genres bêta avec 4 lignages A, B, C et D, 4 espèces associées aux infections. Donc ceux-là du lignage A donnent aussi des viroses bénis. Et puis tiens, on commence à voir ce SARS-CoV qui a été découvert en 2002, enfin qui a donné une épidémie en 2002. Ensuite, le MERS-CoV qu'on a aussi rencontré en 2012 et qui a donné une petite épidémie au niveau du Moyen-Orient, et particulièrement en Arabie Saoudite. Donc, voilà un peu large, je passe rapidement. Donc, ça pour vous montrer le travail de Dr. Labré qui montre que les coronas, on les voyait couramment au même titre que les autres virus pneumotropes et ça n'a jamais dérangé personne parce que ça donne des viroses, bon, parfois graves, comme c'est le cas du métapneumo ou du VRS, mais souvent, c'est des viroses saisonnières qui passent. Alors, l'histoire de la découverte maintenant des nouveaux coronas qui sont responsables de ce que nous appelons le SARS ou le syndrome respiratoire aigu sévère ou SARS en anglais. Donc, comment les choses sont parties? Déjà, en 2003, on a vu venir un nouveau corona qui a donné lieu à ces SARS avec donc des pneumonies très sévères, mortelles, comme on les a vues lors du SARS-CoV-2 de la COVID-19. Donc ça a pris naissance encore une fois en Chine. Et puis, donc, une première émergence en 2002-2003, responsable d'une épidémie dévastatrice due au syndrome respiratoire aigu de SARS, avec 774 décès. Certes, ça n'a rien à voir avec le SARS-CoV-2, mais vous allez voir comment on a évolué. Pour plus de 8000 cas confirmés dans plus de 30 pays, ce virus a été appelé SARS-CoV. Donc SARS pour le syndrome respiratoire et CoV pour les coronavirus. 10 ans après, exactement, en 2012, le monde est confronté à un nouveau défi posé par un nouveau syndrome, SARS-like, infection causée par un autre nouveau corona émergent, isolé au Moyen-Orient et identifié dans le centre médical Erasmus à Rotterdam. Le groupe d'études du corona du Comité international pour la taxonomie des virus lui a donné le nom MERS-CoV pour Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Donc, c'est le MERS-CoV. Et puis, donc, il y a eu beaucoup d'études sur ce MERS-CoV parce qu'on a vu le premier, le second qui a donné moins de cas, aux alentours de 2000 cas, quelques centaines de décès, mais il donnait exactement les mêmes signes que le SARS-CoV 2003 ou 2002. Alors, une année et demie après la notification du premier cas d'infection au MERS-CoV, on se retrouvait avec plus de questions que de réponses. Il faut dire que même après 2019-2021, on est resté sur notre faim sur plusieurs aspects de cette pandémie Covid-19. Les cliniciens et les scientifiques, surtout du monde entier, ont travaillé en étroite collaboration dans le but de prévenir une épidémie semblable au SRAS. Donc, comme il y a eu une en 2002, une seconde en 2002, on voyait peut-être venir une autre ou d'autres. Ces recherches ont abouti à la compréhension de certaines caractéristiques importantes du MERS-CoV, son génome, sa parenté phylogénétique avec d'autres coronas, le tropisme des espèces au tissu in vitro, la détermination des récepteurs. Donc, tout ça semblait avoir été passé au peigne fin et on croyait avoir compris à peu près tout ce monde des virus responsables du syndrome respiratoire aigu sévère. Toutefois, des questions clés concernant les réservoirs animaux du virus. On ne sait pas où est-ce qu'il va se cacher ce virus, où est-ce qu'il s'est caché entre 2002 et 2012, où est-ce qu'il s'est caché donc, pour donner une autre épidémie. Il doit être quelque part là et il risque de nous donner d'autres épidémies ou pandémies. Alors, les réservoirs animaux du virus, le processus évolutif, je ne sais pas comment il évolue, sa transmissibilité, les facteurs pronostiques et le traitement optimal demeurent insaisissables.
l'augmentation du nombre de cas confirmés en laboratoire au Moyen-Orient, de celui de 2012, et les données de la transmission d'homme à homme en Europe prouvent qu'il y a une grande capacité de ce virus à s'adapter à l'homme. Parce qu'un virus aviaire ou un virus animal, il lui faut des années pour, ce que je dis, enfin, d'une manière pas très française ou pas très peut-être scientifique, il va devoir s'humaniser, il devient ami avec l'homme et il va pouvoir toucher l'homme. Et à partir du moment où on a une transmission homme-homme, cela veut dire qu'on est à la veille d'une grande épidémie, voire une pandémie. Donc, grande capacité de ce virus à s'adapter à l'homme. C'est ce qui fait peur. De nouvelles émergences de nouveaux corona est redouté, et ce qui a été confirmé 7 ans après avec l'installation de la pandémie Covid-19. Donc, les gens voyaient venir cette pandémie après les épidémies 2002, 2012, et on ne sait pas si on a fini avec ces virus. Je ne le pense pas, parce que dès lors qu'il y a encore des points noirs qu'on n'a pas su très bien comprendre, et les travaux continuent jusqu'à maintenant. J'ai pu lire un article en mars, exactement, 29 mars 2024, qui continue à creuser dans cette histoire des réservoirs et des hôtes intermédiaires. Alors, le SARS-CoV-2, pandémie du Covid-19, donc il ne me reste pas grand-chose. Le SARS-CoV est le troisième corona humain responsable d'un syndrome respiratoire sévère à avoir émergé au cours des 20 dernières années. Le 8 juillet 2020, déjà, puisque là, le premier cas a été notifié en décembre 2019, le 8 juillet, exactement 6 mois après, plus de 11 800 d'infections étaient recensées, avec au moins 544 000 morts 6 mois après le début de la pandémie. Au moment du séquençage des premiers isolats du SARS-CoV-2, les coronas les plus proches disponibles dans les bases de données étaient les souches isolées en 2015 et 2017 à partir de chauves-souris d'une région située à l'est de la République populaire de Chine, et dont les génomes ne présentaient que 88% d'identité avec le SARS-CoV, mais c'était les virus les plus proches de ce SARS-CoV. La séquence du génome SARS-CoV-2 est plus distante de celle du SARS-CoV de 2002, encore plus de celle du MERS-CoV de 2012. Donc, vous voyez comment il change tellement qu'on se retrouve avec carrément un nouveau virus qu'on ne connaissait pas auparavant. Il fut alors conclu que le SARS-CoV-2 était un nouvel agent infectieux à transmission interhumaine appartenant à la famille des SARS-CoV, dont le réservoir animal était les chauves-souris. Ça, c'était la première conclusion. Les virus de cette famille infectent plus de 500 espèces de chiroptères qui représentent un réservoir important pour son évolution. Ces réservoirs permettent la recombinaison des génomes, donc là on y arrive, la recombinaison des génomes chez des animaux infectés simultanément par différentes souches virales. Donc un animal comme la chauve-souris, elle va héberger une multitude de virus. Ces virus, ils vont se recombiner entre eux et donner lieu à chaque fois à un nouveau virus qu'on ne connaissait pas auparavant et vis-à-vis duquel on n'est pas immunisé, et par conséquent, ça va donner une pandémie. Il est admis que la transmission zoonotique des corps à l'homme passe par une espèce hôte intermédiaire dans laquelle des virus mieux adaptés aux récepteurs humains peuvent être sélectionnés. Donc, parmi plusieurs populations de virus qui passent de l'hôte princeps vers l'hôte intermédiaire, et il va donner lieu à plusieurs populations, dont une de ces populations sera la mieux adaptée aux récepteurs humains, donc la plus humanisée, si j'ose dire, et elle va être sélectionnée, favorisant ainsi le franchissement de la barrière d'espèce, elle va passer à l'homme. Les vecteurs de la transmission zoonotique peuvent être identifiés en examinant les relations phylogénétiques entre les nouveaux virus et ceux isolés à partir des virus d'espèces animales vivant dans les régions d'émergence. Donc on va aller voir les virus qui sont hébergés dans les animaux, chez les animaux qui sont tout autour, et on va voir on va faire des arbres phylogénétiques et on va identifier les relations phylogénétiques pour essayer de s'approcher de l'identité de ces virus. Voilà, donc si on prend les 3 virus, ça c'est l'arbre phylogénétique des coronaviridés,
animaux et humains. Et donc, dans le premier cadre vert, vous avez le SARS-CoV 2003 qui est parti de la chauve-souris vers la civette et il prend place, il atterrit chez l'homme. MERS-CoV 2012, chauve-souris, dromadaire, puisqu'on était dans le Sahara, et l'homme. Et puis le SARS-CoV-2, toujours cette fameuse chauve-souris. Il y a le pangolin aussi qui a été à un certain moment impliqué dans cette infection. C'est un animal, donc j'ai sa photo, je vous la montrerai, de l'Asie. Et puis il atterrit chez l'homme. Et vous voyez, donc, vous avez le rectangle jaune. Ensuite, on saute vers il y a le rectangle vert. Ensuite, on va vers le jaune. Ensuite, on descend vers le mauve. Et donc, on ne sait pas comment les choses évoluent pour cette famille de virus. La grande taille des génomes CoV est expliquée par la présence d'un système de correction d'erreurs, de réplication unique dans le monde des virus ARN. Donc, c'est un virus qui peut se corriger, assuré par une exonucléase. Les deux premiers tiers du génome correspondent à un gène unique, LORF1AB, qui code pour un précurseur polyprotéique, ensuite clivé en 16 protéines formant le complexe de réplication, transcription, pour vous montrer à quel point c'est complexe. Le dernier tiers contient 9 gènes codant pour des protéines produites à partir d'ARN subgénomique synthétisé par la polymérase virale. Donc, j'ai bientôt fini. Cette polymérase est capable de réaliser des sauts de brun, c'est ce que je vous ai dit, lors de la synthèse des ARN, une propriété qui joue probablement un rôle clé dans la capacité de recombinaison des CoV et favorise leur évolution et le changement de l'ordre. Les recombinaisons génomiques sont fréquentes chez les CoV et chiroptères. On suppose qu'elles ont joué un rôle dans l'origine, donc les chiroptères, entre autres la chauve-souris. On suppose qu'ils ont joué un rôle dans l'origine du SARS-CoV, responsable de l'épidémie de SARS en 2002, dont le génome est une mosaïque constituée de morceaux provenant d'au moins 2 CoV différents de chauve-souris. Donc, quand ces virus se retrouvent au niveau des chauves-souris, en grande quantité, cette chauve-souris va constituer un terrain propice pour des variabilités de ces virus jusqu'à ce qu'ils donnent lieu à une population proche de l'homme, laquelle population, elle va être à l'origine des pandémies. Les études réalisées sur le SARS-CoV-2 ont montré les difficultés de la classification phylogénique. Je vais finir par ça. Donc, détrompez-vous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est clair qu'on a rapproché ce SARS-CoV à quelques autres CoV, animaux essentiellement, mais des études ont montré des difficultés dans la classification phylogénétique. Pourquoi? Ceci est dû à la présence de plusieurs régions ayant fait l'objet de recombinaisons. Donc, dans le même génome, quand on fait la métagénomique, quand on prend tous les génomes, et quand on essaie de faire un arbre phylogénétique, et si par la suite on essaie de faire des petits arbres phylogénétiques en misant à chaque fois sur une des régions, on va voir qu'on n'a pas exactement le même cluster, le même emplacement de notre virus. Ces régions ont pu être détectées en comparant les profils de pourcentage de positions identiques dans les séquences différentes des différents génomes. Elles se manifestent par le croisement des profils des différentes souches. En comparant le SARS-CoV-2 et d'autres virus génétiquement proches, on observe ainsi des recombinaisons dans les régions de 1903 800, 21 000, 24 000 et 27 500, 28 500. Ce sont les zones chaudes dont je vous parlais tout à l'heure pour la variabilité et les combinaisons. Ce mosaïcisme dû aux recombinaisons biaise la recherche de l'origine d'un virus par une analyse phylogénétique reposant sur des génomes complets. Donc, ça ne sert à rien de faire le génome complet. On est donc amené à réaliser des inférences phylogénétiques différentes pour chacune des régions recombinées. Cette approche est illustrée donc, dans la figure que je vais vous montrer. Je passe directement à la figure. Vous voyez que là, quand on fait donc, des appariements pour voir si on a la même souche, en comparant notre SARS-CoV par rapport aux autres SARS-CoV animaux, il y a des lieux où on a une baisse de ce pourcentage de positions identiques. Donc, si vous prenez, par exemple, tout le génome, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des différences dans certaines régions parce qu'il y a eu à chaque fois
des recombinaisons. Donc, pareil ici. Et puis, donc, quand on fait des petits arbres phylogénétiques, on va voir qu'il va y avoir des changements de cluster et qu'en fait, on n'est pas arrivé à cerner exactement l'origine de notre virus qui est à l'origine de la pandémie. Alors, cette observation a conduit à l'hypothèse émise par certains selon laquelle le SARS-CoV-2 pourrait résulter de recombinaisons entre des souches de virus infectant respectivement les chauves-souris et les pangolins. Néanmoins, et sur la base des séquences génétiques, et ça a été publié en septembre 2024, donc, et sur la base des séquences génétiques d'échantillons prélevés sur les stands du marché de Wuhan, après sa fermeture, le 1er janvier 2020, il a été, donc on a continué à creuser dans ces prélèvements qu'on a pris déjà avant le 1er janvier 2020. Il a été conclu que les pangolins étaient exclus des intermédiaires. Seuls restaient les civettes et les chiens vivriens. Ces espèces étaient présentes à la fin 2019 sur le marché de Wuhan, épicentre de la pandémie. Donc voilà, nos chers amis, les animaux, donc les chauves-souris, les pangolins, la civette et les chiens vivriens, qui jouent un rôle très important dans la variabilité et l'émergence de ces SARS-CoV qui sont en train de ranger, enfin ils ont rangé le monde entre 2019 et 2022. Alors, en conclusion, j'espère que je n'ai pas été très lent. Différents mécanismes contribuent à l'extrême diversité génétique des virus. Diversité génétique importante, plus compétition entre génomes viraux, plus pression de sélection, plus taille globale de la population virale. Le tout, il va donner lieu à une évolution virale très importante. Alors, l'évolution de ces agents est très rapide par rapport à leur hôte. Donc, le virus, il court beaucoup plus rapidement que nous. Donc, l'évolution de ces agents est très rapide par rapport à l'hôte. Cette évolution virale doit être prise en compte dans l'élaboration de nouvelles stratégies de lutte antivirale et pour la compréhension des facteurs d'émergence virale. C'est-à-dire que nous sommes ici réunis aujourd'hui. Il est clair qu'il y a des populations virales nouvelles qui sont en train de se constituer et on ne sait pas trop de quoi sont faits nos demain. En somme, les virus sont tout le temps en train de confirmer l'hypothèse de la reine rouge évoquée par Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles. Il faut courir au maximum de ses capacités pour rester à la même place. C'est ce que fait le virus, donc il court au maximum de ses capacités pour rester à la même place. Et nous, les hommes, à cet effet, l'homme doit faire de même pour ne pas être dépassé et qu'il puisse gagner la bataille contre ces agents rusés et extrêmement dangereux quand ils décident de l'être. Merci pour votre attention. Merci, cher maître, pour cette excellente intervention. Personnellement, ça m'a replongé dans ma vie estudiantine, vos excellents cours. Ça m'a fait énormément plaisir. Je suis sûre que c'est le cas pour plusieurs d'entre nous. Donc maintenant, si vous voulez bien, si vous avez des questions, et puisqu'on a des personnes qui sont en train de nous suivre sur notre nouvelle chaîne YouTube, je vous prie de poser des questions à travers les micros pour qu'ils suivent avec nous. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Merci, monsieur le doyen, pour cette excellente présentation. Alors moi, j'ai une question que beaucoup de gens se sont posées. La question est simple. Est-ce que pour le Covid, l'hypothèse d'une fuite de laboratoire, est-ce qu'elle est crédible? Crédible scientifiquement. Merci. Donc, merci, monsieur le vice-doyen, pour cette question qui m'a toujours été posée à chaque fois que je confère sur le sujet. Donc, scientifiquement parlant, par ce contrôle de ce que j'ai dit, scientifiquement parlant, c'est possible. Donc maintenant, on a appris à faire des changements et à donner lieu à des virus donc, qui sont peu viables, qui ne sont pas très faciles à maintenir. Donc, je vous dis que ça se fait dans des conditions bien particulières, très particulières. Mais sachez que ce type de recherche, il est extrêmement surveillé, c'est-à-dire toute l'équipe n'a pas le droit à faire des études de ce niveau. Donc, on les connaît. On connaît dans quel laboratoire ils sont, dans quel centre ils sont, sur quel virus exactement ils sont en train de travailler. Et ils sont
obligés donc, de publier leurs travaux. Donc, théoriquement, scientifiquement, oui. Est-ce que le SARS-CoV 2019 a été un produit de laboratoire? Moi, personnellement, ça n'engage pas ma personne. Je ne le pense pas, même si ça paraît possible maintenant avec le génie génétique. C'est Abdelrahman, vous voulez donner le micro? C'est Abdelrahman. C'est Abdelrahman. Concernant les virus ADN et les virus ARN, si on compare la variabilité génétique, quel est le virus le plus variable sur le plan génétique? C'est les virus ARN. Sans doute, c'est les virus ARN. Ça, je l'ai dit parce que c'est le problème de l'ADN polymérase versus l'ARN polymérase. L'ARN polymérase est nettement moins fidèle que l'ADN polymérase. En plus, excusez-moi, l'ADN, je l'ai dit aussi, l'ADN polymérase, elle a ce système de confidique qui lui permet de corriger les erreurs. Elle revient et elle corrige les erreurs au fur et à mesure qu'elle réplique. Une question concernant le vaccin. Oui. Si on n'arrive pas à fabriquer ou à élaborer un vaccin, c'est parce que le génome est complexe ou parce que c'est l'instabilité ou la variabilité génétique. Il y a la variabilité génétique du virus et aussi il y a la complexité du génome. Il y a peut-être les deux, mais c'est surtout la variabilité parce que nous, quand on fait un vaccin, l'objectif c'est de solliciter donc, ces antigènes pour qu'ils suscitent l'élaboration d'une réponse immune efficace, qu'elle soit à médiation cellulaire ou à médiation tumorale. Donc, à partir du moment où vous avez des antigènes qui mutent, qui changent tout le temps, donc il est très difficile d'imaginer, d'ailleurs une fois, j'ai eu une discussion avec un grand immunologiste de l'OMS d'ailleurs, et je lui dis que moi, de temps en temps, par mes folies, je rêve d'un vaccin universel, c'est-à-dire un vaccin qui peut aller avec tous les pathogènes, avec tout. Il m'a dit, mais c'est impossible, il a sursauté, il m'a dit, c'est impossible, c'est un grand monsieur qui travaille beaucoup sur les leishmanies, et donc il m'a dit, il est impossible d'imaginer un vaccin qui peut nous protéger. Bon, c'est ce qu'il a dit, mais moi, je reste sur ma position. Je dis que peut-être un jour, on pourra avoir un vaccin universel. Le VIH et un traitement, c'est le VIH. Oui. Et un traitement, c'est une polythérapie. Oui. Ce sont des thérapies symptomatiques, donc ce n'est pas un traitement de fond. Si, c'est un traitement antiviral qui permet d'inhiber la réplication du virus et qui permet au sujet qui vit avec le VIH de vivre normalement quand il prend bien son médicament, quand il est bien observant. Ah, il est chronique, il le prendra toute la vie. Donc le virus, il est là toujours. Ah, le virus, il est là sans doute, il produit même des résistances vis-à-vis de cette thérapie antirétrovirale. Enfin, allez-y. Enfin, pour la transmission du virus, vous avez dit le chauve-souris. Oui. Et un autre, les autres animaux qui sont tout autour, oui. Oui, ils n'existent pas chez nous, ils existent peut-être en Asie. Les chauves-souris existent chez nous. Oui. Les autres intermédiaires. Ouais. Parce qu'il y a toujours un intermédiaire. Sauf que vous avez mis une progression, c'est-à-dire la chauve-souris, alors on ne sait pas encore. On ne sait pas, les réservoirs de ce virus ainsi que les animaux intermédiaires ne sont pas tous connus parce que le virus il a émergé au sud asiatique. Donc, on s'est mis à travailler autour des animaux qui s'y trouvent, mais on ne sait pas si dans les régions, par exemple, on ne croyait pas un jour que, par exemple, ce MERS-CoV, pas le MERS-CoV, le premier SARS-CoV, on l'a isolé en Europe. Donc, de toutes les façons, il peut être importé parce qu'on ne peut pas suivre exactement la transmission de ce virus. Mais c'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a encore des points pas très clairs et de toutes les façons, on n'est pas à l'abri d'autres pandémies, que ce soit pour les SARS-CoV, que ce soit pour le West Nile, que ce soit pour la grippe, que ce soit. Donc, tant qu'il y a cette variabilité des virus, il y aura sans doute toujours des pandémies. Et si on mettait un cœur, c'est le vaccin de la grippe. Oui. On fabrique le vaccin de la grippe avant que le virus arrive.
Oui. Est-ce qu'on pensait que c'est efficace, puisque le virus va changer, va muter de temps en temps? Ben, vous savez que. Oui, oui. Donc, de toute façon, s'il fait des petites mutations, par exemple, si cette année, on a le H1N1 qui circule et, disons, le H3N2. Donc, il est peu probable que l'année d'après, on va avoir, sauf si on va avoir une pandémie. Donc, si d'habitude, il y a les mêmes virus qui vont circuler pendant un bon bout de temps. Mais sinon, on a le temps pour préparer le vaccin pour la saison d'après. Quand est-ce qu'on n'aura pas cette possibilité? C'est quand on se retrouve avec, par exemple, comme le variant 2009, où on était confronté à un nouveau virus, où les gens se sont mis à courir pour préparer un nouveau vaccin. Merci, c'est Abdelrahman, pour ces questions. Merci, Halim, pour la conférence. Habib, deux petites questions sur les conséquences de cette variabilité. En matière d'évolution des pathologies virales, est-ce que cette évolution s'est accélérée pendant l'histoire? Je prends par exemple le cas de la grippe espagnole de 1918. Depuis, est-ce que les choses se sont multipliées, accélérées? Ça, c'est une première question. Une deuxième question qui est reliée à la première. L'environnement est en train de changer, l'écologie est en train de changer. L'impact sur ces changements qui sont, vous avez cité par exemple le snail, tout ce qui est SAPRA, etc. Je prends le cas de la Tunisie, après les dernières pluies, il y a possibilité de réapparition de cette pathologie. Est-ce que ces aspects écologiques concernant la faune et la flore, qu'on voit maintenant d'une manière très, très nette, est-ce que ça influe, est-ce que ça impacte ces pathologies virales? Merci, cher maître, c'est Mahdi. Donc, pour ces questions extrêmement pertinentes, de toutes les façons, on se les pose nous-mêmes, les virologues. Il est clair que les tendances épidémiologiques, les calculs épidémiologiques, tout à fait confirment l'hypothèse que vous avez proposée, c'est-à-dire que les choses sont en train de se précipiter. Bon, se précipiter, c'est relatif, mais en matière d'épidémiologie, donc les épidémiologistes disent que les avènements des infections, des épidémies, notamment virales, c'est en train de s'accélérer dans les 30 dernières années, voire les 50 dernières années. Et ce que vous avez aussi suggéré pour la deuxième partie de votre question, la deuxième question, c'est aussi parfaitement vrai. Et les gens sont en train maintenant de creuser pourquoi est-ce que maintenant on a primo plus d'épidémies qu'une, mais on a des pathologies de plus en plus diversifiées, des pathologies qui peuvent toucher des populations de plus en plus différentes, qui ne sont pas forcément immunodéprimées. C'est des gens qui sont bien portants, qui sont en train de contracter des virus. Donc là aussi, les recherches ne s'arrêtent pas, mais il est clair que ce changement d'écologie y est pour quelque chose aussi. Merci pour cette excellente présentation. Ma question, vous avez parlé de la variation, de la variabilité génétique des virus qui se fait de manière naturelle dans la nature. Je voudrais parler, qu'est-ce qu'il en est du bioterrorisme? Est-ce que c'est les virus respiratoires? Est-ce qu'ils sont, quelle est la place qu'ils occupent actuellement au bioterrorisme? Et on sait que les États-Unis, ils ont jeté le dé pour la Chine. La Chine, à l'inverse, on a entendu beaucoup de choses et on sait que ça pourrait se faire dans des laboratoires, de créer des variants. En bioterrorisme, moi, je ne peux pas vous répondre. Vous savez que ce sont des questions qui se discutent dans des bureaux extrêmement clos. Donc, comme vous l'avez bien dit, théoriquement, la chose est possible. Maintenant, où est-ce qu'on en est dans l'utilisation? Les bactériologistes aussi ont leurs armes, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les virologues. Donc, il est clair que certainement, c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est arrivé d'ailleurs, peut-être que c'est mon sujet qu'il peut nous évoquer, il est arrivé. Il y a tout le temps, dans les deux guerres mondiales, il y avait des soldats qui ont attrapé des cochonneries. On ne savait pas trop comment ils les ont attrapés. Bon, on dit que c'est la promiscuité, parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont sur le terrain,
professeur Gédi. Oui, je voulais vous demander, on parle souvent actuellement de la grippe saisonnière en pensant que c'est une maladie banale qui ne sert à rien du tout. Il ne faut pas oublier que cette maladie qui se vient tous les hivers est à l'origine du décès de plusieurs personnes âgées qui ne se vaccinent pas. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas si banal que cela. Ces personnes souvent meurent, non pas directement de la grippe, mais des complications bactériennes qui surviennent chez ces personnes âgées. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, une deuxième question que je vais poser à Halim, que je remercie pour sa conférence vraiment très claire. Que pensez-vous du virus de la grippe, du canard, qui sévit depuis plusieurs années et qui, jusqu'à maintenant, a donné quelques cas humains. Dernièrement, il y a un cas aux États-Unis où il semble qu'il y a une transmission entre l'homme à homme. Est-ce que ce ne serait pas un candidat pour une nouvelle pandémie de grippe? Merci, professeur Gédi. Donc, vous voyez qu'on a toujours besoin de nos maîtres. Donc, déjà, le fait qu'il nous a parlé, moi, je n'avais pas tendance à banaliser les grippes saisonnières, mais c'est juste pour vous dire, par analogie, enfin, par opposition aux pandémies. Donc, ce que dit le professeur Gédi est parfaitement juste. Donc, d'ailleurs, vous, jeunes pharmaciens, donc, vous savez que tous les ans, on a les vaccins de la grippe et on vous fait le cours de vaccinologie. On vous dit qu'il faut inciter vos patients à se faire vacciner, surtout ceux qui ont un terrain un petit peu débilité. Même s'ils sont jeunes, de toutes les façons, il y a des gens qui sont vulnérables et qui peuvent faire des grippes mortelles, comme l'a bien dit mon maître professeur Gédi. Et là aussi, il m'a provoqué en parlant du H5. Le H5, c'est aussi un virus. On est en train de trembloter pendant plusieurs années parce qu'il est clair, et comme l'a bien dit, si j'ai dit, c'est un virus qui, je le suppose, je ne l'espère pas, mais je suppose qu'un jour ou l'autre, il va se manifester et il va nous donner une pandémie parce que certes, il y a eu une seule publication qui est sortie pour dire qu'il y a eu un cas de passage homme-à-homme. Et on sait qu'en matière d'épidémiologie virale, donc infectieuse, dès lors qu'il y a ce passage, je vous ai dit que le virus est par animal, il peut infecter son environnement, c'est-à-dire les éleveurs peuvent être contaminés par leurs animaux d'élevage, mais à partir du moment où ce virus acquiert la possibilité d'infecter l'homme, c'est-à-dire qu'il va s'humaniser, c'est-à-dire qu'il va se familiariser avec le récepteur humain, il va pouvoir infecter la cellule humaine et dès lors, il va pouvoir passer d'homme à homme. Et ce que dit notre maître professeur Gédi, retenez-le bien, ce virus H5 du sud-asiatique, encore une fois, il a sévi en Égypte, il pourra faire parler de lui dans les années à venir, on l'espère pas. Mais ce que je vous ai dit dans ma présentation, que je n'ose pas appeler conférence en présence des maîtres, donc ce que je voulais dire, c'est que les gens sont en train de travailler d'arrache-pied pour essayer de chercher comment est-ce que ces virus évoluent et comment est-ce qu'on peut lui couper la route pour qu'il ne passe pas à ce qui est passé avec la grippe espagnole et l'autre, jusqu'à arriver au SARS-CoV-2. Donc, tenez-vous bien, surtout pour les jeunes, donc, que ces virus sont en perpétuelle variabilité et que rien, on n'est jamais à l'abri de l'émergence d'un nouveau virus, comme ça a été le cas dernièrement du SARS-CoV-2. Merci, c'est dit encore une fois pour ces interventions excellemment pertinentes. Merci Halim pour ta conférence. Moi j'ai une question, mais avant la question, j'expose rapidement le cas. Lorsque la pandémie Covid s'est déclarée, j'étais en poste en Afrique centrale, au Cameroun plus précisément, et l'épidémie, c'est-à-dire en termes de mortalité, n'a rien à voir à ce qui s'est passé à l'hémisphère nord, si bien que, vous savez, on était les seuls à l'agence universitaire, la francophonie, à observer
gestes barrières, mais les bars étaient ouverts, les grandes surfaces étaient ouvertes, il y avait des soirées à n'en pas finir dans la rue. Alors, finalement, le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes hospitalisées, et surtout le nombre de personnes présentant une insuffisance respiratoire et bien sûr de la mortalité qui va avec, n'avait rien à voir avec l'hémisphère nord, surtout les pays industrialisés. Est-ce qu'il y a une explication à ce phénomène? C'est ça ma question. Merci, professeur Benamor. Donc, vous voyez déjà, encore une fois, la diversité qu'on a dans notre faculté. On a même des gens qui vont en mission en Afrique, d'autres en Amérique, d'autres en Chine, et ils nous apportent ce que rapporte Saad Benamor est tout à fait vrai, mais de toutes les façons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas très bien compris. À un certain moment, on a dit que c'était le climat. On disait que dans le climat chaud, ainsi de suite. Et puis, le virus nous a contredit. Voilà, le virus nous a contredit parce qu'il a bien sévi dans des pays qui sont encore plus chauds qu'en Afrique. À un certain moment, il y a eu des études génétiques pour voir s'il y a une prédisposition à ce virus. Il y a quelques prémices de résultats, mais de toutes les façons, on n'a pas réellement une réponse claire, scientifique, convaincante. Pourquoi est-ce que l'Afrique a été, fort heureusement d'ailleurs, un petit peu ménagée lors de cette pandémie mortelle? Merci Saad pour avoir évoqué cette excellente question, notamment en présence des jeunes. Merci beaucoup. Je ne sais pas, je le souhaite, par les organisateurs. Pendant la pandémie, pendant la Covid-19, je ne sais pas où ils sont, j'étais déléguée à la maison. Et surtout très vérifié parce que je me rappelle de l'introduction du cours de biologie. On était dans cette salle. À ce moment-là, on confirmait mais elle est là. Parce que l'introduction du cours du professeur Jetty, c'était une introduction longue, mais je vais résumer. Tout va disparaître un jour, les êtres humains, les bactéries, et c'est les virus qui vont résister. J'avais peur, parce que c'est... À juste titre. Elle nous raisonnait pendant qu'on était un peu enfermés à la maison. Est-ce que c'est vrai? Bah ça, on va reposer la question au professeur Jetty. Donc, professeur Jetty disait, professeur Braham, donc, Nézia, que lors de l'introduction de votre cours, vous leur aviez dit qu'un jour ou l'autre, on va tous disparaître et ne resteront que les virus. Donc, elle demande si l'hypothèse est encore là. Le micro pour CGD, si vous voulez. S'il vous plaît. Je pense pas que tout va disparaître. Les choses vont peut-être varier. Peut-être dans quelques millions d'années, oui. Mais je ne sais pas si les virus vont résister quand même. Tu ne peux pas dire que c'est la dernière question, à moins que tu n'es pas prête à arrêter. Ah, merci Sahalim pour cette excellente conférence. C'est une conférence, ce n'est pas une présentation simple, parce que vous avez passé en revue tout ce qui est aspect fondamental, c'est la variabilité et l'évolution du virus. Ça, c'est vraiment très complet. Et après, la deuxième partie, l'application ou justement de toutes ces données fondamentales, c'est l'impact. Moi, c'est juste quelques points à ajouter à la conférence. Bien sûr. La première chose, il faut dire que ce qu'on connaît des virus, c'est la partie apparente de l'iceberg. Tout à fait. Parce que ces éléments biologiques, on ne peut pas parler de micro-organismes, sont en fait le plus important de tout ce qui est micro-organismes d'une façon générale. Et là, avec le séquençage grand débit, avec le système d'analyse de génome complet, l'état génomique, on découvre maintenant tout un monde de virus.
mais tellement amené d'analyser uniquement l'impact de ces virus sur la pathologie humaine, animale et végétale, qu'on est limité un petit peu au niveau de cette analyse et évolution de virus pathogènes. Mais par ailleurs, il y a tout un monde qu'on appelle d'ailleurs comme les bactériomes ou les bactériums chez les différentes entreprises. On parle actuellement de virome. Et les viromes maintenant, c'est vraiment un autre monde. Et une autre aussi philosophie de traiter le virus, ou autre concept, c'est que le virus, il n'est pas ce parasite obligatoire. Non, il est en interaction, il est en collaboration avec un environnement, un microsystème, et ce qu'on appelle le virome. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, ne serait-ce qu'à prendre l'homme seulement, le virome humain, ce n'est pas uniquement ce qu'on détecte, c'est les génomes, on prend tous les génomes bien sûr, y compris même les cellules, on fait la part des choses, mais tout ce qui se rapporte au virus, ne serait-ce qu'avec les bases de données, qu'il y a 4 profils de virus humains qui sont là, hébergés avec nous, tels que le virus, les génomes des pathogènes qu'on connaît maintenant sur le côté clinique, mais aussi, il y a même des bactériophages. Ce sont au niveau de notre bactériome intestinal ou les germes au niveau de notre organisme qui sont hébergés. Ces bactériophages ou prophages, on le retrouve aussi parmi les virus comptabilisés chez l'homme. En plus, tout ce qui est virus endogène, intégré au niveau du génome humain, ce qu'on appelle aussi les anciens ou l'ADN global, mais au fait, ce n'est pas de l'ADN global, ce sont accumulation des traces de virus. Donc, c'est vrai qu'on s'attend beaucoup de choses de cette partie absente de notre formation au cours de la virologie, mais c'est vrai que l'avenir va permettre de découvrir d'autres interactions et d'autres questions relatives à ce virus. Merci pour cette excellente merci beaucoup, professeur Mahjoub Laouni. Donc, professeur Mahjoub est un professeur fondamentaliste en biologie fondamentale. Donc, vous voyez comment est-ce que les virologues, même en fin de leur, je ne dirais pas fin de carrière, on n'a jamais eu fin de carrière, jusqu'à ce que le bon Dieu décide autrement, mais ce qu'ils ont pu voir tout au long de leur carrière est parfois en train d'être remis en cause. J'ajouterai, professeur Mahjoub Laouni, ce que nous appelons maintenant des virus géants. Il y a aussi tout un monde de virus géants sur lesquels les gens sont en train de travailler. Donc, les gens, vous avez du pain sur la planche et vous avez de quoi vous amuser avec les virus. Alors, une dernière question, enfin, ou il en reste? Allez-y. Ça sera la dernière. Non, j'attends. Donc, on a vu qu'avant chaque pandémie, il y avait un autre animalier qui accueillait le nouveau variant. Oui. Est-ce qu'au niveau national, là je m'intéresse à la Tunisie, il y a un réel suivi au niveau de la faune animalière tunisienne pour voir est-ce que certains variants ne pourraient pas être hébergés par notre flore, par notre faune, pardon, et est-ce qu'il y a un suivi génétique surtout de ces variants? Merci, c'est une excellente question. Bon, on pouvait l'adresser à nos amis microbiologistes vétérinaires qui, eux, ils sont en train de faire des travaux, mais j'ose dire que leurs travaux se focalisent sur plutôt les virus animaux. Donc, il y a une surveillance stricte des virus animaux, mais comme vous venez de le dire, Sigilette, vous avez une excellente question. Il va falloir, quand on fait beaucoup d'efforts, d'ailleurs maintenant, le dogme de une santé, c'est-à-dire on va se mettre, on va se mettre veto, donc les microbiologistes des plantes, les microbiologistes humains, il faut qu'on se mette ensemble pour pallier à cette défaillance. Donc merci pour cette excellente question. Et il faut que nous tendons la main à nos... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les vétérinaires et il est bien travaillé avec nous parce que le repas, vous savez, qu'il est plutôt bovin
et on a beaucoup travaillé sur les repas animaux versus repas humains, mais ce que vous dites est très juste. La dernière, elle est là. Bon, non, la dernière, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a demandé, non? La parole, non? Non, parfait. Sinon, non? Ah, d'accord. C'est Asma qui m'a donné le micro, je ne l'ai pas demandé. Ah, je voyais qu'il avait le micro. J'ai un peu tremblé, heureusement, bien. J'ai une question. Oui. Oui. On n'a rien vu. Ah, d'accord. Ah, on n'a rien vu comme stratégie de lutte contre ces menaces. Est-ce qu'à votre avis, l'intelligence artificielle, c'est dit que j'ai un peu tremblé parce qu'on va aller un peu loin comme ça. pourrait vous aider à justement appliquer l'épidémiologie? Sans doute. Mais oui, c'est le deal, mais le virus il est tellement plus intelligent que l'intelligence artificielle que je ne pense pas qu'on y arrivera. Les mains. Tant qu'à faire. J'ai une question dont je devine la réponse, mais je veux avoir la confirmation de ta part. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est les travaux en Tunisie. Est-ce que vous tenez suffisamment compte dans vos travaux prospectifs et relativement rétrospectifs proches des changements climatiques qui affectent un peu la planète et même on en tient compte, n'est-ce pas? C'est majoub, mais de toutes les façons, on fait plutôt des constats, donc en se rapportant à ces changements climatiques. Mais de toutes les façons, là, vous êtes en train de me provoquer pour m'adresser aux jeunes, pour leur dire qu'on a besoin de beaucoup plus de virologues pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez que la virologie, ça change tous les jours. Donc, que vous soyez fondamentaliste, pharmacien, médecin, vétérinaire, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup plus de virologues pour répondre à toutes ces questions de ces éminents spécialistes et professeurs. Donc, la Tunisie a besoin de beaucoup plus de virologues. Venez vous spécialiser en virologie et vous serez très bien accueillis pour être les spécialistes qu'on a. Merci. Encore un grand merci à notre maître, un grand merci à tous les présents. J'espère que ces festivités commencent bien et continueront très bien. On compte sur vous pour des idées pour toute cette année pour célébrer notre 50e anniversaire. Les jeunes aussi, hein, pour le 50e anniversaire. Juste pas pour les